Bonsoir à tous. Dans le 19h30 de ce samedi soir, l'État tend vers le règlement de ses dettes envers les travailleurs. 15 milliards de francs CFA à débloquer pour régler les dus. L'annonce est faite par le chef de l'État, Patrice Talon, à la suite des échanges qu'il a eus une nouvelle fois avec les secrétaires généraux des organisations syndicales vendredi au palais de la Marina. Présidentielle en Guinée et situation sécuritaire préoccupante à quelques heures du scrutin. Un camp militaire a été attaqué par des hommes armés avec le bilan d'un mort, un colonel tué. Sur place, la mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est entretenue avec le ministre de l'Intérieur et de la Protection civile. La situation serait déjà sous contrôle et une enquête ouverte. Nous suivrons le point de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry. Et puis, dans ce journal, on évoquera la nouvelle offre du ministère de l'Enseignement supérieur aux nouveaux bacheliers. Les inscriptions dans les différentes entités se font en ligne via une plateforme digitale. Elle donne la possibilité aux étudiants de confirmer ou de modifier leur choix. Le produit mis à disposition a été rendu public vendredi. Toutes les informations à propos dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. C'est une annonce empreinte de solennité, de quoi rassurer les travailleurs et leurs représentants responsables syndicaux. L'État paiera ses dettes vis-à-vis des travailleurs. Une somme de 15 milliards de francs CFA va être débloquée pour apurer les dus. C'est une annonce faite par le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui dans la journée d'hier vendredi a échangé avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales sur leurs revendications. Le point avec Asion Monkani. Les partenaires sociaux repartent du palais de la Marina, la joie au cœur. Les échanges avec le chef de l'État, Patrice Talon, le 16 octobre a permis le déblocage avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA. Une assurance que leur a donnée le président de la République. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être à la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens, chacun autour de lui, pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches, ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Les 15 milliards découlent de divers engagements pris avant 2016 et non encore payés jusqu'ici. Il s'agit des arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Une nouvelle appréciée des 7 secrétaires généraux de syndicats au vu des efforts du gouvernement. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement. Et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés. Le président de la République n'a pas manqué de féliciter les partenaires sociaux. Il n'a pas oublié non plus les Béninois pour tout ce qu'ils font comme effort. Occasion pour lui de rassurer tout le monde sur la santé financière du pays. Je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyen. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que
les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Sur un total de 94 milliards de francs CFA de dette envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé 52 milliards. De même, pour 49 milliards dus aux retraités, 26,7 ont été payés. À cela s'ajoutent 6,9 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de primes de risque. Voilà, c'était hier vendredi au Palais de la Marina, au Palais de la Présidence toujours un jour avant, jeudi dernier pour être plus précis. Eh bien, le chef de l'État a accordé une audience au maire de la commune de Porto Novo qui conduisait une délégation de sages et de dignitaires de la ville capitale. Charlemagne Nyankoti, dans une démarche de compte rendu, est allé exposer au président Patrice Talon le rapport de la mission à lui préalablement confié. Les précisions. Nous avons conduit une délégation pour rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été assignée. En réalité, il faut reconnaître que dans le cadre des travaux en cours à Porto Novo, certaines entreprises ont été confrontées à quelques difficultés et qui ont nécessité l'intervention des dignitaires des religions endogènes. Et dans un premier temps, le chef de l'État nous avait reçus et nous avait donné des instructions. Ces instructions ont été exécutées et nous sommes venus rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été confiée. Nous saisissons également cette occasion pour remercier la population de Porto Novo, remercier les usagers des différents marchés et remercier aussi les groupes organisés de la ville pour leur soutien dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Et nous tenons par la même occasion à les rassurer que tout ce qui se fait, c'est pour le bien-être de chacun de nous, c'est pour le développement de la ville et que nous avons l'impérieux devoir d'accompagner le président de la République dans sa volonté de développer Porto Novo. On fait à présent une sortie du Bénin en direction de la Guinée-Conakry. Demain dimanche, les Guinéens sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Mais hier, vendredi, une situation sécuritaire est survenue. Une série d'attaques d'hommes armés dans un camp militaire avec un bilan d'un mort, un haut gradé de l'armée. Sur place, la mission d'observation de la CEDEAO s'est entretenue avec le ministre guinéen de l'Intérieur et de la Protection civile. Le calme est revenu, c'est ce que nous apprenons. Et une enquête est tout de même ouverte. Suivons ici le point de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, Idrissou Boukari et Elvis Tonoupoint. Alors que la campagne électorale se déroule normalement, malgré quelques déviances constatées de part et d'autre, un groupe de militaires a tenté de créer la psychose dans le rang des populations en Guinée-Conakry. Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020, des hommes en armes ont attaqué le camp militaire de Kendia et s'en sont pris à un officier supérieur de l'armée. Dans un communiqué rendu public vendredi, le ministre d'État chargé de la Défense nationale confirme le décès de ce colonel des suites de ses blessures. La mission d'observation électorale de la CEDEAO présente en Guinée suit de très près l'évolution de la situation et joue toutes les cartes possibles au fin de permettre à la Guinée d'organiser son élection sans grande difficulté. Et pour s'assurer que la situation est sous contrôle après l'annonce de ces événements, le chef de la mission et sa délégation sont venus échanger avec le ministre de l'Intérieur. La séance se tient à la direction générale de la police nationale. Il s'est passé cette nuit on pourrait peut-être appeler une mutinerie, en tout cas un certain nombre d'hommes qui ont pris des armes dans un camp militaire, qui se sont attaqués au commandement et qui se sont employés à libérer un certain nombre de prisonniers militaires. La riposte s'est mise en place, nous avons pu maîtriser la situation. En l'état actuel des choses, c'est ce que je peux vous dire officiellement, ce qui est sûr en tant que tel comme information. Et nous pensons que les enquêtes vont nous permettre de définir effectivement les circonstances dans lesquelles ces événements se sont déroulés, quelles en sont les motivations et quels enseignements on peut en tirer par rapport au processus électoral, même si a priori, il ne semble pas être directement lié au processus électoral en tant que tel.
Toujours est-il que nous prenons les dispositions nécessaires pour que le processus continue à être sécurisé. L'ensemble du processus des votes est au point et que comparativement aux années passées, ce processus semble moins souffrir de contestations comme ça a été le cas. Et ce qui donne au processus actuel beaucoup plus d'assurance et qu'il se passera dans la paix et la sécurité. Pour le ministre de l'Intérieur, ces actes ne sont que des conséquences des réformes opérées dans le secteur de la sécurité et de la défense. La délégation de la CEDEAO est rassurée et les autorités en charge des questions de sécurité disent avoir pris toutes les dispositions pour assurer la quiétude de tous les citoyens qui vivent sur le territoire de la Guinée-Conakry. Il y a eu 4000 personnels qui ont été dégagés de l'armée. Contents ou pas contents, il y en a qui sont velléitaires. Ce sont donc des velléitaires radiés qui se sont attaqués à une caserne. La situation est sous contrôle et le chef d'état-major m'a rassuré qu'ils vont déployer des patrouilles longue distance sur tout le territoire pour que vraiment l'élection se passe très bien. Donc au niveau des forces de défense, je crois que nous avons l'assurance que ce n'était pas une mutinerie en tant que telle, mais c'est des velléitaires qui ont voulu profiter de la situation délicate quand même. Hein? Le dimanche 18 octobre donc, l'élection présidentielle aura lieu en Guinée-Conakry. Et contrairement aux informations partagées en boucle sur les réseaux sociaux, les événements de Kindia ne sont qu'un acte isolé sans conséquence sur le processus électoral. Le peuple guinéen est appelé au calme et à la sérénité et invité à sortir massivement le dimanche prochain pour accomplir son devoir civique en toute sécurité. Et voilà, le dimanche prochain, c'est donc demain, les bureaux de vote en Guinée vont s'ouvrir tôt le matin et sur place, une centaine d'observateurs étrangers dépêchés par la commission de la CEDEAO pour suivre le déroulement des opérations de vote. Avant leur déploiement, ils ont eu une séance de briefing avec le chef de la mission et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. On retrouve Idriss Boukari. Contribuer à une élection crédible et transparente, c'est la raison de la présence de la mission d'observation électorale de la CEDEAO en Guinée-Conakry. La Guinée qui organise le dimanche 18 octobre prochain son élection présidentielle. Mais avant d'en arriver là, la commission de la CEDEAO a joué un rôle capital dans le règlement de la crise préélectorale, notamment à travers plusieurs missions de diplomatie préventive et de l'audit du fichier électoral qui constituait la pomme de discorde entre l'opposition, la société civile et le pouvoir en place. Et c'est dans la suite de sa mission d'assistance que l'organisation sous-régionale a dépêché les observateurs électoraux pour suivre le déroulement du processus des opérations de vote. À cette séance de briefing avec le chef de mission, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO et les autres responsables de la mission, les observateurs sont entretenus sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays et les enjeux de cette élection présidentielle. Mesdames et messieurs, distingués observateurs, comme vous le savez, le 18 octobre 2020, toutes les Guinéennes et tous les Guinéens sont appelés à se présenter aux urnes pour voter. Et à cette occasion, le monde entier aura les yeux tournés vers ce pays afin de savoir l'issue du scrutin que tout le monde entier souhaite libre, transparent et paisible, et qui consacrera l'élection du prochain président de la République de Guinée. La CEDEAO a engagé un certain nombre d'actions pour accompagner la Guinée, afin que ce pays réussisse une élection paisible, transparente et crédible, conformément au dispositif du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Plus de 100 observateurs ont donc la lourde responsabilité, veiller au bon déroulement du scrutin en toute impartialité. Vu le contexte politique dans le pays, la tâche est immense et le défi est grand. Mais compte tenu de leur profil et riche expérience en la matière, la CEDEAO est rassurée et le chef de mission entend une fois encore imprimer la marque de l'organisation sous-régionale dans ce pays avec une élection présidentielle non contestée. La CEDEAO attend de vous de faire montre de professionnalisme, d'abnégation dans l'observation du déroulement du scrutin du 18 octobre et rendre compte de façon systématique sur la base du dispositif mis en place par la division électorale de la CEDEAO. Il n'y a l'ombre d'aucun doute que sur la base de vos expériences individuelles en la matière, en collaboration avec l'équipe technique de la CEDEAO, vous ferez un travail de qualité, un travail irréprochable, et vous aurez ainsi contribué à la consolidation de la démocratie, la paix et le développement de la République de Guinée, pays membre à part entière de la CEDEAO. Nous, observateurs venus de différents États membres de la CEDEAO, sommes ici en République de Guinée pour apporter notre pierre d'édifice, c'est-à-dire donner les meilleurs de nous-mêmes en observant de façon objective le déroulement du scrutin. Après cette séance de briefing tenue à l'hôtel Kaloum de Conakry, les observateurs seront déployés dans toutes les régions du pays. Ils vont couvrir les centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Leurs différents rapports serviront de base au chef de la mission qui fera la déclaration préliminaire au lendemain du vote. Nous étions en Guinée-Conakry, retour au Bénin, l'armée recrute. Jeudi dernier à Zové, les candidats au concours de recrutement militaire du département du Koufo ont subi les épreuves sportives. Ils étaient plusieurs centaines de jeunes sur la ligne de départ. Geoffroy Médecin, Florent Dohou du bureau régional Canal 3 Mono Koufo ont suivi le déroulement du test supervisé par le préfet du département. Les images. À Zové, point de ralliement de plusieurs jeunes filles et jeunes garçons du département du Koufo dans la matinée de ce jeudi 15 octobre 2020. Venus des 6 communes du département, ils sont ici pour prendre part au test sportif départemental de sélection du concours de recrutement militaire lancé au plan national. 28 minutes, le fini. Ce n'est pas la vitesse, hein. On vous demande simplement d'aller doucement et être dans les délais. C'est-à-dire avant 28 minutes. Cette phase sportive se déroule également dans les 11 autres départements du Bénin. L'épreuve à laquelle ces jeunes ont été soumises est une course sélective dont le top départ a été donné sous les yeux du préfet du département du Koufo. Les femmes ont eu droit à un parcours de 4 km et les hommes de 6 km. À l'arrivée, les meilleurs se retrouvant dans le temps défini ont été retenus. Je suis très content de l'équipe d'abord qui a préparé ce concours et de toute l'équipe qui s'est occupée donc, du déroulement du concours. Et vous, les journalistes, vous avez vu vous-même. Et les enfants se sont battus. Et ceux qui sont arrivés dans le délai de 28 minutes ont été retenus. Vous avez vu qu'ils sont là, on est en train de les enregistrer. Je voudrais leur souhaiter une très bonne chance. C'est de l'emploi que le gouvernement du président Patrice Talon a voulu leur donner. Il faut souligner que ce recrutement se fait en 3 phases. À la suite de cette phase sportive, il y aura la phase des épreuves écrites. Seuls les candidats retenus à la phase sportive et après l'étude des dossiers seront autorisés à y prendre part. Les enfants qui avaient l'habitude de bien courir et qui n'ont pas pu vraiment s'en sortir aujourd'hui, je leur demande de ne pas se fâcher. C'est le jour qui est mauvais pour eux. Mais un autre jour viendra. Et ce sera bon pour eux. Pour la phase de visite d'aptitude médicale,
Seuls les candidats admissibles à l'issue des épreuves écrites y seront autorisés. Voilà, on va rester avec Geoffroy Médecin et Florent Dohou pour cette actualité, une journée dédiée aux femmes rurales de par le monde. Elle se célèbre le 15 octobre de chaque année à Grand Popo. Cette ville a abrité jeudi les manifestations officielles de cette année 2020 au Bénin. La direction des affaires sociales du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a piloté l'événement autour du thème infrastructure durable, accès aux services publics et protection sociale au service de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles des régions rurales. Le mot d'ordre ici, c'est ensemble, promouvons la femme rurale en consommant local. Et cette exposition qui se déroule à la devanture de l'hôtel de ville de Grand Popo dans le département du Mono montre un échantillon de ce que offrent des producteurs locaux, notamment les femmes aux consommateurs. Visitée par la ministre en charge des Affaires sociales, cette exposition est l'une des manifestations qui meublent l'organisation officielle de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme rurale au Bénin. Une journée internationale de la femme rurale n'est qu'une justice faite à la gente féminine. La présente cérémonie nous permet de rendre un vibrant hommage ou de témoigner notre gratitude à l'égard des esprits de nos vaillantes femmes qui inlassablement œuvrent pour la survie. Le 15 octobre de chaque année, il est célébré la Journée internationale de la femme rurale. Il s'agit là d'une occasion de célébrer le rôle décisif qu'elle joue en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, mais aussi d'éducation et de santé. Le thème de la présente édition interpelle la reconnaissance des femmes rurales dans leur rôle et leur contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à l'élimination de la pauvreté dans le monde rural. La Journée internationale de la femme rurale était au départ sous le nom de Journée internationale des paysannes. Le thème retenu par les Nations unies cette année est « Infrastructures durables, accès aux services publics et protection sociale, au service de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles des régions rurales ». Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, s'active sur chacun de ces aspects et met un point d'honneur au respect des droits des femmes. La mise en œuvre du projet Arche, dont la phase pilote est actuellement en cours, répond parfaitement aux besoins de nos sœurs des régions rurales. À travers son volet assurance maladie, il vise à améliorer l'accès des populations à faible revenu à des soins de santé primaires de qualité et gratuitement. Elles bénéficieront également de formations pour le renforcement de leurs capacités en vue d'accroître leur potentialité économique. Et n'oublions pas non plus le volet microcrédit. Chères femmes, chères sœurs, vous convenez avec moi que les réformes engagées par le gouvernement vous permettront d'atteindre l'autonomisation tant voulue. Des panels de discussion et de réflexion sont prévus à la suite de ce lancement officiel des manifestations pour aboutir à des propositions. Ceci en vue d'une meilleure autonomisation des femmes par l'exploitation optimale des potentialités économiques locales. Et puis une autre journée internationale célébrée, celle du 16 octobre. Toute la communauté se mobilise pour parler alimentation. C'est la 40e édition. Et au Bénin, la célébration est couplée avec le lancement de la 24e édition de la campagne Téléfood. Cotonou a abrité les manifestations officielles. Ingrid Day a signé le reportage présenté par Uri Gaba. Cultiver, nourrir, prévenir, ensemble agir pour l'avenir. C'est le thème qui a mobilisé dans cette salle les acteurs de la chaîne alimentaire du Bénin et des partenaires techniques et financiers à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2020 au Bénin. Une célébration qui intervient dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. C'est depuis sa création le 16 octobre 1945 que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture FAO a donc institué la Journée mondiale de l'alimentation, journée perçue essentiellement comme une occasion
de bilan et d'échanges utiles en vue de meilleurs résultats au fil des ans. Soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la 40e édition de cette journée est couplée avec le lancement de la 24e édition de la campagne Téléfood. Couvrant l'année 2020-2021, la campagne vise à récolter des fonds pour aider des petits projets locaux dans les pays en développement afin de réduire le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Un des enseignements essentiels que la FAO a tiré de ces 75 années d'existence est qu'une production accrue de produits alimentaires ne saurait suffire. Pérenniser les systèmes agroalimentaires et les rendre plus résilients et inclusifs représente une voie incontournable pour reconstruire le monde que nous souhaitons tous. Le thème retenu par la FAO à l'occasion de cette 40e édition nous appelle à plus de partenariats empreints d'initiatives pour rendre nos systèmes alimentaires plus productifs, nutritifs, résilients à tout égard et respectueux de l'environnement. Il nous exhorte à une décennie d'action pour éliminer la pauvreté et la faim, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous à l'échéance 2030 des objectifs de développement durable ODD. Saisissant l'occasion, les autorités ont adressé des mots de félicitations et d'encouragement à l'endroit de tous les agriculteurs. La cérémonie s'est achevée par la remise de matériel au groupement de femmes venues des 12 départements du Bénin. Et puis ce mois d'octobre est consacré mois du consommant local au Bénin. La campagne se poursuit à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Les PRMP, entend des personnes responsables des marchés publics et des ministères invités, ont goûté aux délices des mets locaux. Une manière pour l'institution consulaire de valoriser, de promouvoir les produits made in Bénin. Teddy Goudalo, Narcisse Alossé. C'est à une séance de dégustation des mets locaux que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a convié des responsables des marchés publics de certains ministères. L'initiative entre dans le cadre de la promotion et la valorisation des produits made in Bénin en ce mois d'octobre. Nous sommes en train de faire un petit déjeuner typiquement consommant local. Et nous voudrions donner l'occasion aux personnes responsables des marchés publics, tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement ou de décision pour l'achat des produits, de comprendre que nous avons besoin de nous unir, nous avons besoin de valoriser nos produits locaux, nous avons besoin de revenir vers la source. Nous sommes là pour promouvoir le commerce également. Ça, c'est le commerce et c'est l'industrie parce que c'est de la transformation aussi agroalimentaire. Donc nous vous encourageons, nous demandons à tous les collègues, à tous les invités de se régaler. Une manière pour l'institution consulaire d'accompagner l'initiative Mois du consommant local. À l'occasion, une variété de nourriture faite à base de produits agroalimentaires locaux est proposée et présentée aux invités. Chacun d'eux se fait servir à son aise et les appréciations sont diverses. J'ai pris du Toubani. Toubani, comme je suis de la localité, c'est un nostalgie, quoi. Je me suis rappelé de vieux temps. C'est bon pour que, même si les étrangers viennent, qu'ils connaissent la valeur de notre pays. Ce que je vois maintenant là, si je vois ça là, par rapport à notre pâte, je préfère ça là. C'est pas amusant, c'est très bon. Je n'ai jamais goûté, mais c'est bon. Le dogué est fait à base de wassa-wassa et du lait. C'est vraiment naturel. Oui, donc moi je préfère manger de l'eau local. L'usage des produits locaux doit donc entrer dans les habitudes au sein des instances étatiques. C'est le souhait de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et elle compte œuvrer pour. Les activités de promotion et de valorisation des biens locaux se poursuivent en effet jusqu'au 31 octobre prochain. Une nouvelle équipe dirigeante pour conduire les activités de l'Agence nationale de la protection industrielle. Les 7 membres au total sont désormais installés à la suite d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouman. Ils ont un mandat de 3 ans. Teddy Goudalo, Ulrich Gaba. Voici l'équipe qui a désormais la lourde mais noble mission
de diriger le conseil d'administration de l'Agence nationale de la propriété industrielle ANAPI. Au nombre de 7, les membres sont officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre de l'Industrie et du Commerce pour un mandat de 3 ans. Conformément au décret numéro 2020-349 du 15 juillet 2020, vous êtes nommés chacun en ce qui le concerne, membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de la propriété industrielle ANAPI. Comme vous le savez, l'Agence nationale de la propriété industrielle, régie par les dispositions de la loi numéro 94-009 du 28 juillet 1994, portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique, est la structure nationale de liaison avec l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2 organisations dont la République du Bénin est membre. Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la propriété industrielle proviennent de différents ministères et même de la présidence de la République. Ils auront à délibérer sur les questions touchant à la propriété industrielle au Bénin. Je peux vous assurer de notre engagement à travailler à ce que l'ANAPI joue pleinement le rôle pour lequel elle a été instituée, en particulier celui d'appui technique au développement industriel et économique et de gestion de la propriété industrielle au plan national. L'exercice de ce matin est le 3e du genre depuis la création de l'ANAPI et s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance de l'agence. En installant ces nouveaux membres du conseil d'administration, le ministre de tutelle les exhorte à plus d'engagement dans le travail pour un bon rayonnement de l'ANAPI. L'Agence nationale de la propriété industrielle ANAPI a en effet pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de développement de la propriété industrielle en République du Bénin. Et voilà, dans ce journal et à présent, la nouvelle offre du ministère de l'Enseignement supérieur aux nouveaux bacheliers pour relever le taux d'inscription qui se trouve être faible. Une plateforme mise en ligne et rendue publique. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladécan, et sa collègue de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulezoumarou, donnent la possibilité aux nouveaux étudiants de confirmer ou de modifier leur choix. Les précisions d'Assimo Kanya-Siobon et Henri Ganti. Les nouveaux bacheliers ont la possibilité de confirmer ou de changer leur choix de filière. La plateforme Après mon bac est désormais disponible grâce à l'effort conjugué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'économie numérique et de la digitalisation. Les étapes successives ont été présentées le vendredi 17 octobre avec la possibilité d'y avoir accès à partir de différents moyens. La plateforme est accessible par tous les types de moyens, donc téléphone, smartphone et aussi les ordinateurs. Et donc dire que le gouvernement a mis en place des points numériques communautaires où les bacheliers peuvent avoir des ordinateurs à disposition, de la connectivité Internet également, pour pouvoir faire leur choix de filière. Donc nous en avons aujourd'hui 40 sur toute l'étendue du territoire. Avec cette plateforme, les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer. Depuis leur lieu de résidence, ils pourront facilement s'inscrire. Un pas important selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladécan. On ne vient pas à l'université n'importe comment. Il faut s'inscrire. Avant de s'inscrire, il faut déjà faire son choix. Cette plateforme que nous saluons, qui est la plateforme Après mon bac, est venue à point nommé. Sa venue n'a pas été chose facile, puisqu'il faut se préparer. Il faut mettre toutes les options qui aideront nos bacheliers à se retrouver très rapidement sans devoir se bousculer ou se regrouper dans des milieux où la pandémie pourrait vraiment se propager. Pour cela que nous avons besoin de l'aide à nos côtés des sachants. Le ministère du numérique et de la digitalisation nous a beaucoup accompagnés.
Dans ce contexte de la Covid-19, la confirmation de la filière et l'inscription par cette plateforme vient renforcer les mesures de riposte contre la propagation du virus. Et puis des bourses de formation aux jeunes bacheliers issus de familles pauvres de la commune d'Alada. Ils poursuivront leurs études à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Une cérémonie de remise officielle des bourses s'est déroulée jeudi dernier au siège de l'arrondissement d'Alada. Ulrich Gaba. C'est une première dans l'histoire de la commune d'Alada. 12 bourses de licence professionnelle gracieusement offertes aux jeunes bacheliers issus de familles défavorisées. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA ouvre ainsi ses portes aux 12 arrondissements d'Alada par le biais du maire Joseph Kakbo. Le maire s'est rapproché de nous pour dire mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, pour m'aider, pour que mes populations puissent être soulagées relativement à leur éducation, à leur formation. Il a dit bien écoutez, nous sommes dans un secteur où on peut accorder des bourses à tes populations pour qu'ils puissent aller à l'école, se faire former dans une école qui est réputée être école des riches. Eh bien, désormais, tu vas prendre parmi les bacheliers, un par commune, ce que tu penses qu'ils méritent d'être aidés parce que les parents n'ont pas de moyens pour les envoyer à l'université. Alors, ce n'est pas de petits sous, c'est la scolarité, c'est de 750 000 francs par an. Et les enfants ont au moins 3 ans à faire là, parce qu'il m'a demandé, il m'a dit encore, même s'ils veulent aller jusqu'au master, qui les laisse aller jusqu'au master, mais ils ont au moins 3 ans à faire là. Donc 750 fois 3, voilà ce que ça fait déjà plus de 2 millions. Donc toute la commune d'Alada dit merci au promoteur M. Zanou Marcelin. Il s'agit pour ces jeunes bacheliers désormais étudiants de l'ISMA de s'offrir une formation pour s'auto-employer afin d'être autonomes. Et le responsable de l'ISMA donne ici un avant-goût de la mine d'or qui s'offre aux bénéficiaires de cette formation. Lorsqu'on apprend ces métiers du cinéma, de la télévision ou des médias, on n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un. On travaille pour soi-même. On crée sa propre entreprise. On observe son environnement, son village, son arrondissement, même sa maison. Et on a une idée flash qu'on transforme en image et son. Et lorsque votre film est retenu pour aller à un festival, eh bien, on vous envoie un billet d'avion. Vous êtes logé là-bas à l'hôtel aux frais des organisateurs du festival. Lorsque votre film remporte un prix, on vous remet assurément un trophée qui est accompagné de gratifications financières. Le premier responsable de l'ISMA offre ainsi aux jeunes bacheliers d'Alada la possibilité de prendre leur destin en main et de retourner la perche à leurs jeunes frères qui n'ont pas eu la chance de bénéficier des 3 années de formation gratuite dans les métiers de l'audiovisuel. Les enfants ont pu avoir leur bac, mais c'est des parents qui, aujourd'hui, avec les difficultés que nous traversons, ne pourront même pas envoyer encore leurs enfants à une université. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons dire, vous êtes un envoyé de Dieu pour mes parents. Je suis très contente parce que ça a permis de faire une école. Malgré le moyen de mes parents, ça a permis de faire une école et je suis très contente pour ce test. Je suis très ému, je suis très content et je promets de donner le meilleur de moi à ISMA. Et je promets aussi que les autorités ne seront pas déçues. Est-ce que vous avez déjà une idée de la formation que vous ferez à l'ISMA? Oui, la réalisation. Joignant l'acte à la parole, Marcelin Zanou rappelle à ces nouveaux étudiants qu'ils ont l'obligation de regagner Cotonou dans l'immédiat pour entamer les cours conformément au calendrier scolaire préétabli. En langue locale, le maire d'Alada exhorte les bénéficiaires de ces bourses à être d'excellents ambassadeurs de la commune en faisant preuve d'assiduité, de ponctualité et d'abnégation pour l'atteinte de meilleurs résultats. Et voilà, quelques jours seulement après la remise des motos devant servir désormais à la pré-collecte, la collecte des déchets solides dans l'espace Grand Nokoué, les conducteurs de ces engins sont en formation. C'est le CODIAM de Cotonou qui a été retenu pour leur expliquer les notions d'utilisation et d'entretien des 10 engins. La société de gestion des déchets solides et la salubrité dans le Grand Nokoué leur donne une formation adaptée à l'usage de ces tricycles. L'utilisation des 250 mototricycles remises et la seconde moitié à venir
doivent être bien maîtrisés. Et c'est ce que vise la formation qu'organise la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Oukoué au profit des formateurs des agents des petites et moyennes entreprises. Je voudrais que ceux qui sont là vraiment suivent attentivement ce qui va être donné comme formation. Et que, à la suite de cela, vous puissiez très rapidement organiser cette formation à vos collègues ou collaborateurs. Parce que le lundi, à partir de 11h, vous devez commencer par recevoir les tricycles pour les utiliser. Les petites et moyennes entreprises sont chargées de la précollecte, de la collecte, du transport des déchets et de l'assainissement dans 5 communes, Cotonou, Ouida, Alada, Semepodi et Porto Novo. Pour cette première expérience de l'histoire du Bénin où les ménages ne payent rien pendant un an, le gouvernement a pensé équiper les PME de matériel moderne, efficace et résistant. Donc c'est un tricycle assez spécial qui est très robuste, qui a été conçu spécialement pour prendre en compte les contextes de nos villes. Toutes les voies ne sont pas revêtues. Donc il faut un peu de la robustesse pour ces engins, pour, disons, traverser ces rues et accéder même à des zones assez difficiles. L'autre particularité que vous avez sur cette tricycle, c'est que désormais, au lieu d'utiliser la force physique pour soulever les poubelles, ces tricycles sont munis d'un bras mécanique pour soulever les poubelles, les déverser aisément et les redéposer. Le directeur général de la SGDS souhaite que les formateurs des agents puissent bien assimiler les notions au cours de l'atelier. Les observations qu'ils feront permettront à la SGDS de prendre possession ou non des 250 autres mototricycles restantes. Raison de plus pour que les participants fassent preuve d'une bonne disponibilité. Nous allons finir et là je vous invite à étancher votre soif si vous êtes consommateur de bière et si votre préférence est la Guinness, il y a du nouveau. La société béninoise de brasserie et la maison Diageo marquent la différence avec les autres marques du segment premium et font un relooking de la Guinness Made in Benin. Partons à la découverte du nouveau look avec Narcisse Anossé et Henri Ganti. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a beau retarder l'échéance, mais la Guinness, dans son nouvel habillage, a fini par se révéler au public. Et le nouveau look, le voici, avec des attributs qui le caractérisent. L'utilisation audacieuse et expressive du jaune sur la collerette afin de se démarquer. Voilà un peu. Allons-y. 3. La couleur sarcelle accentuée pour conforter le dynamisme et la modernité de la marque. Utilisation plus imposante du principal emblème de la marque, la harpe, plus grande, bien définie en or et écarlate, et éclatante. Et à un moment donné de la vie, on arrive à grandir et on cherche à se distinguer. Donc cette année, Guinness a changé de robe et s'est paré d'une robe qui se distingue spécifiquement par la grande harpe que vous trouvez sur la bouteille de Guinness et également la signature de 1759 que vous retrouvez sur la même bouteille. Les caractéristiques s'arrêtent à la forme puisque le fond, lui, ne change pas. La saveur et la couleur restent uniques et le goût toujours légendaire. Ceux qui boivent la Guinness savent que c'est une bière de luxe et c'est une bière de classe. Dans tout le monde entier, ça a été toujours la bière leader. Une bière leader, fruit d'un savoir-faire de plus de 250 ans, est présente aujourd'hui dans plus de 150 pays. Elle ne contient que des ingrédients naturels tels l'ogre, l'eau, le maïs, le houblon et la levure. Des composantes tout aussi prestigieuses que cette soirée de présentation. Il faut avouer que pendant
à un certain moment, la Guinness reste dans une dynamique de rajeunissement de la marque, d'accord, pour fidéliser davantage sa clientèle qui est classe, sa clientèle qui cherche toujours à rester dans la dynamique d'innovation. Donc c'est une réponse, d'accord, aux consommateurs férus de la bière brune de type de classe supérieure, d'accord, pour rester toujours accrochés à ce qu'ils aiment beaucoup. Des férus rencontrés sur place vantent les vertus de leur protégé qui, selon eux, est destiné à une catégorie de personnes. Pour nous autres qui aimons ce produit, dans un jargon familier, nous l'appelons goudron, c'est-à-dire le bitume, parce que c'est noir et elle est lourde. Et c'est pour les personnes âgées, c'est pour les personnes responsables qui sont en quête de fortes sensations. C'est ma bière préférée. Beaucoup de gens me connaissent sur le pseudonyme de Oui ou rien. Jusqu'à demain, quand tu prends, tu défèques tranquillement, léger, sans gêne, tu n'as pas de souci à aller à la selle, te mettre à l'aise. C'est une très bonne bière. Donc une très bonne dégustation à vous. On boit de façon responsable. On respecte également les gestes barrières pour que tout se passe très bien. C'est la troisième fois depuis 2003 que cette bière change d'habillage. Le produit reste toujours disponible en format 65 centilitres et 33 centilitres dans tous les points de vente et sur toute l'étendue du territoire national au prix de 700 francs CFA le format 33 centilitres et 1300 francs CFA le format 65 centilitres. Merci à vous. Bonne dégustation. Bonsoir chez vous. C'était le journal. Au revoir.